C'est la 90e édition du Club de la Presse. Aujourd'hui, nous parlons du discours que beaucoup qualifient de mensonger de la part des autorités burundaises. La semaine dernière, la police a tué 2 hommes ligotés. Mais quelle n'a été la surprise du public d'entendre le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Ngoulikié, dire qu'il s'agit de bandits qui ont été tués par des policiers qui se défendaient parce que les 2 hommes allaient leur tirer dessus. De même, la même police, parfois par la voix du même Pierre Ngoulikié, porte les actes d'incendie et de mise à sac des domiciles des membres du parti de l'opposition CNL, autant qu'il serait responsable du saccage des permanences de cette formation politique d'Agathon Rwasa. Les mêmes membres du CNL qui sont pourchassés partout à travers le pays par les administratifs, la police et la milice Imbonerakure, ils sont battus et emprisonnés, certains portés disparus, comme bon nombre d'autres membres de partis politiques de l'opposition. Pourquoi un tel langage de la part des autorités burundaises? À quoi leur sert-il? C'est à ces questions et à bien d'autres que vont répondre nos 2 invités. D'abord, Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine. Bonjour. Bonjour Franck, et merci de m'avoir invité. Bienvenue, merci également d'avoir accepté notre invitation, comme d'habitude par ailleurs. Nous sommes également avec Maître Janvier Bigirimana, secrétaire général du FOCODE. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Le FOCODE, c'est le Forum pour la conscience et le développement. Et Maître Janvier Bigirimana, comme son statut l'indique, est un expert en matière de droit. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cette première partie, nous traitons des 2 hommes tués la semaine dernière par la police. D'abord, on commence par vous, Bob Rugurika. La RPA a parlé de Soka en ayant d'abord enquêté sur ce qui s'est passé effectivement. Est-ce que vous pouvez davantage éclairer l'opinion? Effectivement, comme vous venez de le dire, Soka, c'est vraiment un cas qui reflète le scandale qui caractérise la vie quotidienne des Burundais, la désolation au quotidien des Burundais. Parce que... vous voulez dire que Soka n'a rien d'atypique? Pas du tout, parce que c'est un cas parmi des milliers. Nous l'avons vu, vous vous rappelez, depuis l'arrivée du CNDD-FDD au pouvoir, nous avons eu de tels cas plusieurs fois. Depuis 2005, il y a eu des exécutions extrajudiciaires d'une trentaine de civils à Muyinga, au nord du Burundi. Vous vous rappelez, dans les années 2010, 11, 12, 13, vous vous rappelez, il y a eu des cas d'exécution extrajudiciaire qui ont même été signalés par les Nations Unies, qui ont été même débattus à Genève. Vous voulez parler du plan Saficha? Oui, c'est ça, c'était le plan Saficha. Vous vous rappelez des massacres qui se déroulent au Burundi depuis la crise de 2015, soit. Alors, je voulais vous dire un peu de mots d'abord que ce n'est pas normal. Premièrement, ce n'est pas normal. Parce que la normalité suppose une population tranquille, suppose un régime qui protège ses citoyens. Alors, mais là où je vais vous étonner, c'est que au Burundi, le crime est devenu banal. Des assassinats de ce genre, c'est banalisé par le régime parce que, pour moi, c'est vraiment l'une des politiques principales du régime CNDD-FDD. Les tueries, les assassinats politiques, le pillage systématique des biens de l'État. Au fait, c'est ça, en résumé. Et tout ça doit être maquillé par un certain discours. Et ça ne peut être qu'un discours mensonger. C'est ce que vous venez de dire, comme certains le disent. Alors, pour revenir sur ce cas, la RPA, effectivement, a essayé de faire quelques investigations sur le cas, comme d'ailleurs pas mal d'autres organisations et médias. Nous l'avons vu, nous avons des preuves, des preuves qu'il s'agit d'une exécution extrajudiciaire, qu'il ne s'agit pas d'un cas de bandits armés qui allaient tirer sur la police, puisque nous avons les images de ces paisibles citoyens ligotés devant les policiers, en train de répondre aux questions de la police. Et après, nous avons les images des mêmes citoyens qui sont de leur corps sans vie, qui sont allongés, morts. Et si les photos étaient fausses? Bon, supposons même que les photos étaient fausses. Mais ces gens ne sont pas vivants. Même la police l'a dit. Même la police l'a dit que les gens que vous avez vus
que nous étions en train d'interroger, c'était des bandits armés que nous avons arrêtés. Mais effectivement, lorsqu'il s'agit d'expliquer comment alors est-ce qu'ils sont morts, et là, c'est là où ils amènent leurs bêtises en disant, voilà, c'est des bandits qui allaient tirer sur la police. Effectivement, d'ailleurs, comme tout à l'heure dans la discussion, Maître Janvier était en train d'aborder la question, comment est-ce que des hommes déjà ligotés, dans un interrogatoire devant la police, comment est-ce que après ces hommes peuvent vouloir tirer sur les policiers? Donc, pour dire que c'est un mensonge. Alors, les quelques investigations de la RPA ont montré que ces gens ont été exécutés pour des mobiles politiques. Apparemment, c'était des grands mobilisateurs du nouveau parti CNL, d'Agathon Rwasa. Premièrement, c'est leur statut politique. Ils sont reconnus pour être des membres de ce nouveau parti. Et deuxième chose, comment est-ce qu'ils peuvent dire que... comment est-ce que la police peut dire que ces gens ont été tués lors d'une légitime défense? Ça n'a pas de sens, ça ne tient pas debout parce que ces gens ont été arrêtés. Dans la commune Kinama, je ne sais pas aujourd'hui comment on l'appelle, si c'est Nahanga ou quoi, comment est-ce que ces gens ont été arrêtés, ligotés, menottés, et amenés dans une autre localité par la police et exécutés à cet endroit. Donc, tout ça montre qu'il s'agit purement et simplement d'une exécution extrajudiciaire comme on en a vu tant d'autres, des milliers d'autres. Le langage du porte-parole du ministère de la Sécurité publique renferme beaucoup d'incohérences et donc absolument, absolument. Et puis, il faut savoir qu'effectivement, écoute, c'est un langage qui doit être conçu, c'est un discours qui doit être conçu et fabriqué pour donner une certaine version quand même, parce qu'il leur faut une version officielle. Mais Maître Janvier Bigirimana, le FOCODE a également mené ses propres enquêtes. Est-ce que vous avez abouti aux mêmes conclusions que celles de la RPA? Justement, je mérite dire qu'il s'agit d'un cas scandaleux parce que nous avons une situation où des personnes ont été arrêtées par la police, elles ont été ligotées, et par après, elles ont été retrouvées mortes. Ça, c'est une situation qui n'est pas normale, et d'ailleurs, ce n'est pas le premier cas. Et au niveau du FOCODE, justement, toutes les informations reçues qui sont concordantes confirment que ces gens avaient été arrêtés par la police. Il s'agit donc d'un cas d'exécution extrajudiciaire, et ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que au niveau de la police, notamment si on parle du porte-parole de la police, il en a fait un métier. Aujourd'hui, on dirait que c'est un grand mensonger. Et il fait un mensonge public presque tous les jours. Et ce cas aussi confirme les rapports des ONG locales et internationales, mais aussi les rapports des Nations Unies qui affirment que la police est parmi les acteurs les plus impliqués dans les crimes qui sont commis contre la population burundaise. Tout à l'heure, je disais à Bob, vous savez, aujourd'hui, le pouvoir s'est fait énormément d'ennemis et nous avons des cas de photos qui sont trafiquées, photoshopées. Si ces photos n'étaient pas vraies? Sur ce point, je pense qu'il y a eu beaucoup de discussions, même sur les réseaux sociaux. Et là, il y a eu beaucoup d'informations qui ont été données par la population parce que ça n'a pas été fait en toute clandestinité, contrairement aux autres cas. Pour ces cas-là, même la population est témoin que ces personnes avaient été arrêtées. Et là, le porte-parole de la police avait précisé une autre chose qui mérite d'être mentionnée. Il avait dit que ces gens avaient été attrapés par des balles de la police, comme si ces balles de la police étaient venues, c'était des balles perdues. C'était des balles perdues, des balles qui se promenaient dans la nature, je ne sais pas. Si cela est concevable. Autre chose, c'est qu'il avait dit que la police était dans une situation de légitime défense, ce qui est inconcevable parce que une personne ligotée ne peut pas se retrouver dans une situation où il peut attaquer. Oui, il peut attaquer la police. Et on ne peut pas dire qu'on est dans une situation de légitime défense dans un cas d'une personne arrêtée, en même temps ligotée, en même temps désarmée. Et selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer ce langage du porte-parole du ministère de la Sécurité publique? Je pense que la justification est en quelque sorte simple. Parce que nous sommes dans une situation d'un régime qui est impliqué dans plusieurs crimes.
un régime qui a commis tellement de crimes de sang, tellement de crimes économiques, un régime qui ne peut plus revenir en arrière pour effacer tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il peut faire aujourd'hui. À vous entendre parler, c'est comme si le même régime sentait le danger des mêmes crimes qu'il commet. Bien sûr, des crimes qui sont commis par la population, c'est un régime qui est ennemi de sa propre population. C'est pourquoi aujourd'hui, on essaie de créer une sorte de diversion au sein de l'opinion publique pour tenter de maculer, de maquiller les différents forfaits qui sont commis contre la population. Aujourd'hui, c'est un crime qui doit avoir peur parce que c'est un crime qui est allé trop loin au niveau des crimes qui ont été commis contre la population. Et pour expliciter davantage, depuis que ce régime est au pouvoir en 2005, on a connu plusieurs crimes qui sont commis contre les citoyens et des crimes qui sont restés impunis. Aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est de tenter de justifier ce qui était injustifiable, c'est de tenter de donner des versions officielles, mais qui contiennent beaucoup de mensonges, parce qu'aujourd'hui, ce qui se fait ne peut pas être justifié ni de par la loi, ni de par la logique. C'est pourquoi aujourd'hui, on essaie de fabriquer des mensonges pour tenter de calmer l'opinion, pour tenter de dire que les ennemis, ce sont les autres, que ce qui se fait contre les opposants, contre les défenseurs des droits humains, ce sont des choses qui se font dans le respect de la loi, alors que c'est tout à fait le contraire. Bob, est-ce que vous pensez que ce type de langage peut amener le public burundais à croire effectivement le pouvoir? Là, c'est une question vraiment extrêmement délicate. Parce que vous savez, l'une des réussites du régime du CNDD-FDD, de l'administration Nkurunziza, l'une de ses principales réussites, c'est d'avoir mis la population dans l'ignorance. C'est vraiment d'avoir mis la population dans la peur qui entraîne l'ignorance et qui entraîne même la peur de vouloir savoir. Est-ce que vous n'offenseriez pas les Burundais en parlant du fait qu'ils sont Pas du tout, pas du ignorants? tout, pas du tout. Non, ça c'est différent. Il faut vraiment nuancer mes propos. C'est différent. Je n'ai pas voulu dire que les Burundais sont ignorants. Nous ne sommes pas des ignorants. Nous ne sommes pas un peuple ignorant. Les Burundais, c'est vraiment un peuple digne. C'est un peuple vaillant. Et c'est un peuple qui unit dans ses diversités. C'est à quoi il aspire. Mais c'est l'ignorance dont je parle, c'est de savoir interpréter le discours du régime. Il faut là alors me comprendre. Quand je dis que l'une des réussites de Nkurunziza et du CNDD-FDD, c'est d'avoir mis les Burundais dans l'ignorance, c'est quoi? C'est pas dans l'ignorance totale. C'est dans l'ignorance de ce que le régime est en train de faire, en fait. Parce que, de par la logique, de par les connaissances générales, un régime est là, un État est là, un gouvernement est là pour servir le peuple, pour faire respecter les règles, pour faire respecter les lois. Et c'est en ça que la population burundaise croyait. Alors, aujourd'hui, avec un régime qui tue systématiquement, aujourd'hui, avec un régime qui massacre sa propre population, les Burundais sont confus. Les Burundais sont dans l'ignorance. Et c'est pour cela que des fois, Nkurunziza a dit « Non, c'est Fokodé qui enlève les citoyens. C'est le MSD qui tue ses propres membres du MSD à l'intérieur. » Donc, les Burundais sont confus, en fait. Parce qu'ils se disent, mais attends, mais il y a quand même le porte-parole de la police. Parce que nous avons tendance de considérer le porte-parole de la police comme un individu. Ce n'est pas un individu. Quand il parle, c'est une institution qui parle. Alors, quand, par exemple, vous vous rappelez, quand l'ambassadrice de Nkurunziza à Paris, Madame Christine Niyonsavye, qui quand même représentait la diplomatie burundaise, quand elle ose affirmer sur un plateau d'une TV internationale comme France 24 que tous ces cas de disparition forcée signalés par les médias, signalés par le Fokodé dans son programme Ndondeza, que tous ces cas sont des faussetés, que ces citoyens seraient partis en vacances. Et là, des disparus volontaires. Voilà. Imagine. Alors, dites-moi, Franck. Ce sont des touristes. Dites-moi, Franck. Mettez-vous à la place des Burundais, surtout ceux qui sont à l'intérieur, sous le joug de cette dictature.
Mettez-vous à la place de cette population au Burundi. Vous imaginez qu'elle est dans quel état? Mais elle est dans une confusion totale. Oui, est-ce que vous pensez, vous allez dans le sens de Kinodimo qu'on sent? Pas tellement, pas ça, mais c'est pour dire... Bon, d'abord, les populations n'ont rien à faire par rapport à son mensonge, par rapport à cette brutalité et à cette criminalité du régime. Parce que on les voit depuis 2005, Maître Janvier vient de le dire, le système CNDD-FDD ne fait que tuer. 2005, 2006, 2007, 2008. Regardez, Franck, essayez de revisiter un peu le passé proche de l'administration Nkurunziza. C'est des centaines de morts par an. C'est des milliers de morts par an depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui en 2019. Alors, quand je disais que l'une des principales réussites de Nkurunziza, c'est d'avoir mis la population dans la peur d'abord, parce qu'effectivement, ça on ne va pas le nier, la population burundaise aujourd'hui est complètement dans la peur, surtout ceux qui sont à l'intérieur du Burundi. Une autre bonne partie de la population, elle est dans l'ignorance. C'est notamment tous ces membres du CNDD-FDD zélés qui se lèvent tous les matins pour aller manifester contre Focodé, manifester contre la France, manifester contre RFI. Donc c'est ça. Donc cette population, c'est cette population que je dis qui est dans l'ignorance. Mais elle n'est pas complètement dans l'ignorance dans le sens où certaines populations, certaines personnes sont conscientes du mensonge du régime, sont conscientes du danger que représente le CNDD-FDD, mais franchement, ils n'ont pas de marge de manœuvre pour protester et pour refuser et surtout pour s'exprimer. Donc, ils sont obligés de suivre comme ça et de faire semblant de croire en le régime. C'est ça que j'appelais un peu l'ignorance. Tout à l'heure, vous disiez que le même régime semble être conscient du danger que constituent ses propres crimes. Vous voulez dire en fait que le langage dont il est question peut se retourner contre lui? Je pense qu'au niveau, à moyen ou à long terme, ça devra absolument retourner contre ce même régime parce que ces crimes qui sont commis contre la population aujourd'hui, qui sont impunis, sont des crimes qui un jour devront être sanctionnés, soit devant la justice burundaise, soit devant la justice internationale. Autre chose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le mensonge est devenu un moyen de l'État de justifier tous les crimes qui se commettent. Il s'agit d'une pratique qui est déjà installée. Et je vous rappelle que depuis 2014, lorsque les trois sœurs d'origine italienne avaient été assassinées, la même police avait amené un jeune malade mental de Bujumbura en prétendant que c'était le vrai auteur de ce crime ignoble, alors que toute la population de Bujumbura avait été au courant que cette personne était un malade mental. Dernièrement, dans le cadre de la campagne de Nezadi Focodé, le même porte-parole a osé affirmer haut et fort que c'est le Focodé, les membres du Focodé, qui enlève, qui fait disparaître des citoyens burundais en passant par les policiers. Et à l'époque, le président du Focodé avait réagi en disant comme vous ne sanctionnez pas ces policiers que le Focodé utilise, est-ce que vous soutenez toujours le Focodé dans cette soi-disant campagne de faire disparaître des gens, des Burundais? Donc c'est pour dire que aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les valeurs qui devraient guider, qui devraient caractériser l'autorité publique ne sont plus là. Nous sommes dans une situation où on chemine malheureusement vers même une désintégration de l'État. Parce que ce qui se fait aujourd'hui, c'est un peu grave. Parce qu'on se demande aujourd'hui quelle est l'image, quelle est l'éducation qu'on est en train de donner à la jeunesse burundaise. Quand on a des autorités qui mentent, quand on a des autorités qui tuent, quand on a des autorités qui pillent tous les ressources publiques, aujourd'hui on se demande quel sera l'avenir de ce pays. On a des autorités qui pendant 20 ans... Cette image, c'est peut-être cette image que l'on donne aux Immorakure, c'est peut-être l'image que l'on donne aux jeunes enfants à qui on va enseigner une certaine histoire faussée du pays, comme le dit un certain public. Justement, même aujourd'hui, pour être promu aux fonctions publiques, dans certaines positions stratégiques, je dirais,
il faut être parmi déjà les plus malhonnêtes, des gens qui osent, des gens qui n'ont pas de valeur. Ça, c'est un danger pour toute la nation. Si on est dans une situation où les gens qui sont comme ça, ce sont les gens qui deviennent les autorités qui occupent les postes les plus importants du pays. On a parlé de tout ça, mais on n'a pas dit un mot sur les gens qui ont pris les photos et qui les ont diffusées. J'imagine que ce sont les mêmes policiers, certains de ces policiers qui ont pris les photos et qui les ont diffusées. Pour quel but? Là, c'est une très bonne question, parce qu'aujourd'hui, ce qu'oublie ce régime, ce qu'oublient les criminels qui sont comptés parmi les gens du régime, c'est qu'ils oublient que ces populations qui sont tuées au quotidien ont leurs propres familles. Et même parmi ces policiers qui vont tuer des gens, des fois, nous recevons des messages, nous recevons des informations de la part des gens qui sont envoyés tuer des gens. Parce que des fois, ils le font pour protéger leur propre pro, mais des fois, ils ne sont pas très d'accord. Et ce sont eux-mêmes qui, finalement, diffusent toutes ces informations. Donc, ils obéissent à des ordres avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Les organisations de défense des droits humains qui sont en exil, tout comme les médias, le directeur de la RPR sait très bien, et nous recevons quotidiennement des informations qui proviennent de ces gens qui sont proches du pouvoir et qui, des fois, sont impliqués dans des crimes alors qu'ils le font juste parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, parce que s'ils ne le font pas, ils sont eux-mêmes assassinés. Bob, un mot sur les gens qui prennent ces photos et qui arrivent à les diffuser? Ça, c'est effectivement un très bon sujet. Vraiment, c'est un sujet à débat, discutable. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est contre la dignité des victimes. Il y en a qui pensent que c'est une sorte d'insolence aux familles des victimes. Mais, Franck, moi, je ne suis pas totalement de cet avis dans le sens où aujourd'hui, il nous faut beaucoup plus prouver au monde entier le caractère dangereux de ce régime. Et pour y arriver, il faut tout montrer, il faut tout dévoiler. Bien sûr, je sais que, nos morts, nos concitoyens qui sont assassinés par le régime SNDD-FDD, je sais qu'il leur faut de la dignité. Je sais qu'il leur faut un minimum de respect et qu'il ne faut pas exposer probablement leur corps dans l'état où ils se trouvent, mais je me dis que pour essayer de sauver le Burundi... Je parlais beaucoup plus dans le sens de l'intention de ces gens qui prennent les photos et qui les diffusent. Ah voilà, là aussi c'est multiple, il peut y avoir de multiples raisons parce que d'abord on sait que des fois c'est le régime qui le fait. On se souvient en 2015, c'est le régime qui tuait, qui exposait les corps et qui photographiait les corps et qui mettait les photos sur les réseaux sociaux. Et ça, le but à l'époque c'était quoi? C'était de mettre la peur à travers tout le pays. C'était de dissuader les manifestants d'abandonner, d'arrêter ou de fuir. C'était ça, en fait. Et à un certain moment, ils se sont rendus compte que c'était contre-productif, que par contre, ça allait à exposer à l'international. C'est à cette époque où les dispersions forcées ont commencé, parce qu'on comprenait justement que ces corps qui étaient exposés sur les rues n'avaient pas de plus-value par rapport aux actions poursuivies par le régime. Je rappelle, Bob, on va continuer dans quelques secondes, juste le temps de rappeler que vous suivez l'émission Club de la Presse et qu'aujourd'hui, nous parlons d'un certain langage que certains qualifient de mensonger de la part des autorités qui, par exemple, lorsque 2 hommes ont été tués la semaine dernière, qui étaient ligotés, le porte-parole du ministère de la Sécurité publique a dit que ces hommes tentaient de tuer les policiers et que ce sont les policiers qui les ont tués pour se défendre. Et dans cette deuxième partie, nous allons parler justement d'autres choses, mais presque la même chose puisqu'il s'agit du même langage qui revient, notamment avec Bob, le harcèlement que subissent les membres du parti de l'opposition CNL qui se voient leur maison d'habitation détruite, incendiée, les permanences des partis politiques de leur parti qui sont saccagées. Et pourtant, lorsqu'ils sont arrêtés, on dit que ce sont eux-mêmes qui ont détruit ces domiciles, qui ont détruit ces permanences. Qu'est-ce que vous en dites ?
Vous savez, votre question, elle nécessite des réponses multiples. D'abord, je voulais dire que, effectivement, vous parlez des actes et d'un discours incohérent par rapport aux faits. Mais je voulais dire d'abord que les explications autour de ce phénomène, c'est quoi au juste? En fait, aujourd'hui, le Burundi, je pense, comment dire... Le Burundi a connu son accident de parcours avec l'accession du CNDD-FDD au pouvoir. Aujourd'hui, le Burundi est pris en otage par une équipe des mafias. C'est une mafia qui a pris en otage. Là, je m'explique. Parce que c'est des gens qui sont parachutés à la tête du Burundi et qui se sont retrouvés effectivement à la tête d'un État sans programme politique, sans programme économique, sans programme de développement, sans aucune vision, et ça je le dis, et je cite l'ancien président Mandela, qui disait, de par les faits du CNDD-FDD, que c'était de petits criminels qui ne s'attaquaient pas du tout à des objectifs politiques, mais qui s'attaquaient à des citoyens paisibles. Alors, et Mandela a dit ça? Mandela l'a dit. Mais oui, allez voir dans les archives. Et ça, je vais vous le montrer même après. C'est quand le CNDD-FDD était encore en rébellion. C'est ça, c'est ça. Alors, Mandela était en train de tenter une voie donc pacifique pour mettre les partis au conflit à la table des négociations. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un régime qui a institutionnalisé le crime au sommet de l'État. Donc, le vol, le viol, le détournement, les crimes de sang, les tueries. Et il faut comprendre que ce régime, quand même, a besoin d'un discours pour défendre cette institutionnalisation du crime. Et c'est pour cela qu'officiellement, le régime ne peut pas dire « Oui, nous sommes là, nous sommes souverains de tuer, nous sommes souverains de violer et de voler ». Le régime est incapable de le dire, de l'assumer. Et c'est pour cela qu'à chaque crime, à chaque fois, le régime donc essaie de trouver une explication. Et c'est ça alors que vous êtes en train de dire. C'est ça à quoi nous assistons. Alors, pour retourner en arrière, vous le savez très bien, le régime du CNDD-FDD en institutionnalisant le crime, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de place pour une cohabitation pacifique entre différents acteurs politiques. Donc pour Nkurunziza, tout membre qui n'est pas de son parti, toute personne, Hutu, Tutsi, Ganois, toi, qui n'est pas prêt à le suivre, pour Nkurunziza, tous ces gens sont à tuer. Donc c'est ça alors. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez toutes ces persécutions contre les membres du CNL. Mais Franck, je vous rappelle que ce n'est pas la première fois. Tout à l'heure, nous avons parlé des massacres de Muyinga au nord du Burundi en 2006. Mais c'est des gens du Frodébu, du FNL qui étaient assassinés. Nous avons parlé du plan Saficha, mis en place par l'administration Nkurunziza dans les années après les élections frauduleuses de 2010. Vous vous rappelez, il y a eu plus de 346 cas d'exécution extrajudiciaire. Parmi eux, il n'y avait que des membres des partis de l'opposition. FNL de Agathon Rwasa, du MSD d'Alexis Nduhije, de l'UPD à l'époque de Zed Ferouzi, des gens de l'Ifrodebu, des gens de l'Iprona de l'opposition. Et tous ces gens, vous vous rappelez, je me rappelle que les Nations Unies s'étaient indignées. Ils avaient convoqué le Burundi à Genève. Et à l'époque, c'était la ministre de la Justice qui s'est rendue à Genève, Madame Clotilde Niragira. Et imaginez, elle s'est défendue en disant non, il ne s'agit pas des cas d'exécution extrajudiciaire. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. Il s'agit des simples cas de banditisme, comme il y en a aux États-Unis. Il s'agit des simples cas de conflits fonciers. Et non, et là, les diplomates ont dit non, madame, on vous parle des cas des citoyens qui ont été retrouvés morts après avoir été arrêtés par des corps de défense et de sécurité. Et à l'époque, elle avait dit non, juste 1 ou 2, 3 cas qui se sont produits comme ça. Il y a des gens qui ont été arrêtés. Et donc ce langage n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et là, je voulais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Franck, préparez-vous à une série de tels événements malheureux et tristes tant que le CNDD-FDD sera aux commandes du Burundi. Tant que Nkurunziza sera à la tête du Burundi. Ce langage-là n'est pas du tout rassurant, Bob. C'est pas du tout rassurant, mais c'est pour prévenir aussi, pour nous aussi les journalistes, pour ces chercheurs-là de la société civile. Il faut savoir que
Tant qu'un Nkurunziza est au pouvoir, on aura ce genre de débat éternellement, tant qu'il n'aura pas été bougé. Maître Janvier, est-ce que vous pensez que ce type de comportement, d'attitude de la part des autorités au Burundi est en lien avec les élections à venir? Justement, aujourd'hui, l'une des actions, bon, entre guillemets, l'une des réussites du CNDD-FDD, c'est d'avoir neutralisé tous les contre-pouvoirs. Aujourd'hui, on n'a plus de médias indépendants, on n'a plus d'opposants qui ont une liberté de circulation, de faire campagne, de faire quoi que ce soit au niveau de la population. On n'a plus une société civile indépendante. Donc, on a neutralisé toutes les voix critiques qui pouvaient s'élever au Burundi. Aujourd'hui, à l'approche des élections, des prétendues élections de 2020, parce qu'il s'agit de mascarade électorale comme on en a connu en 2015, mais aussi avec le référendum de 2018, nous pensons que le régime n'a pas peur d'opposants politiques aujourd'hui qui sont sur le terrain. Il s'agit plutôt de maintenir la population dans la terreur, parce qu'aujourd'hui, avec l'organe électoral présidé par un certain Kazisse, là, je ne doutais pas que cette fameuse commission électorale va attribuer tout le score voulu par l'administration de Nkurunziza. Aujourd'hui, la question qui se pose plutôt, c'est quand on est assuré qu'on va avoir toutes les voix qu'on voudra, le score qu'on voudra en 2020, pourquoi continuer à tuer les paisibles citoyens? À mon avis, la réponse est simple. Aujourd'hui, le régime du CNDD-FDD a intérêt à maintenir la population dans la peur, dans la terreur, parce que si la population était paisible, était calme, et que les gens se sentaient de plus en plus libres, ils pourraient éventuellement demander des comptes. Et là, le régime ne veut pas. Il veut maintenir la population dans la terreur, il veut maintenir le chaos. C'est cela qui arrange davantage le régime du CNDD-FDD. Permettez-moi, une seconde. Oui. Permettez-moi un peu d'ajouter, de faire un petit ajout par rapport à ce que vient de dire Maître Janvier. C'est vrai, Nkurunziza est assuré, dans tous les sens, de rester au pouvoir. Puisqu'il a une milice, il a une police politisée, il a une armée politisée à outrance, il a une équipe électorale de l'organisation, la CENI, qui agit à sa guise. Donc, effectivement, Janvier se pose la question de savoir pourquoi ce régime s'entête à tuer toujours, veut toujours tuer. Là, je voulais signaler quelque chose. Oui, il le dit bien qu'il s'agit d'une politique de vouloir maintenir la population dans la peur, dans la panique, pour ne pas demander des comptes. Ça, c'est vrai. Mais il se dit, et ça, je dois avouer que je ne suis pas en mesure de le prouver, mais il se dit que tous ces assassinats qui se poursuivent et qui se poursuivront probablement tant que cette équipe reste au pouvoir, il semblerait que c'est lié à leur croyance occulte, qui leur exigerait de faire des sacrifices humains, probablement à leur petit Dieu, pour apparemment toujours assurer le pouvoir et la force de leur pouvoir. Ça se dit, j'ai eu même des confidences de la part des gens du CNDD-FDD, mais là j'ai souligné que je ne suis pas en mesure de le prouver. Vous l'avez dit au conditionnel et donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Et pour terminer, Maître Janvier, qu'est-ce qui pourrait être la solution pour arrêter cette hémorragie? D'abord, je dirais qu'on est tombé trop bas et la situation au Burundi est chaotique. Si on analyse les rapports des ONG nationales, internationales, si on analyse les rapports des Nations Unies, on est dans une situation très chaotique sur tous les plans. Et surtout, aujourd'hui, un secteur qui n'est pas suffisamment évoqué, où la population souffre énormément, c'est le secteur de la vie socio-économique. Aujourd'hui, les Burundais sont très pauvres, les Burundais sont affamés, les Burundais sont frappés par la malaria, mais toutes ces questions, le régime ne mérite pas que ça apparaisse au grand jour. Et en termes de solutions, les meilleures solutions devraient provenir des Burundais eux-mêmes. Aujourd'hui, on a une injustice qui est tétanisée.
Et c'est la même justice qui était censée être gardienne des droits et libertés des citoyens. Mais aujourd'hui, le régime de Nkurunziza a rigoté le pouvoir judiciaire burundais et ce pouvoir n'est plus à même de protéger les Burundais. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, à mon avis, il est très urgent et important que la communauté nationale, même si c'est quelque chose d'un peu abstrait, c'est là j'évoque la région, la communauté est-africaine, l'Union africaine des Nations Unies. Nous pensons que nous avons beaucoup besoin de leur soutien pour qu'en fait le régime soit contraint à accepter que la situation au Burundi est chaotique et qu'elle doit changer. Mais à côté de cette communauté internationale qui apparemment n'est pas aussi efficace, je pense que les Burundais eux-mêmes, qu'ils soient de l'intérieur du pays ou de l'extérieur du pays, nous pensons que nous devons prendre conscience qu'on a un régime qui a pris un mode de gouvernance, le mensonge, les tueries et tous les crimes qui sont commis sur la population burundaise. On a un régime qui est devenu ennemi de la population et je me dis que ce régime doit être combattu par toute la population burundaise parce qu'il y va de l'intérêt de la génération future, du peuple burundais présent, pour pouvoir se défaire de ce régime, parce que c'est un régime très dangereux. Merci beaucoup, Janvier. Juste en quelques mots, est-ce il peut y avoir une solution pour arrêter les crimes qui sont en train de se commettre au Burundi? Franck, à moins d'une solution miracle, moi je voudrais vous faire une petite observation. Tout d'abord, le Burundi, ce n'est plus un État. En termes d'État, vous pouvez consulter la définition d'un État. Vous allez constater que le Burundi, ce n'est plus un État. Et la communauté internationale et nous-mêmes les Burundais faisons une erreur de chercher des solutions normales à un État ordinaire. Or, le Burundi aujourd'hui, c'est une tyrannie. C'est une mafia qui a pris en otage un État, tout un peuple, qui a pris en otage des institutions d'un État ordinaire. Donc, alors, quelles pourraient être ces solutions extraordinaires? Et c'est ça que j'y viens. Donc, ça veut dire que il faut d'abord que nous comprenions qu'on est en face d'une mafia. Et face à cette mafia, il faut des solutions très appropriées. Alors, pour moi, Janvier l'a dit, c'est une bonne chose. Diplomatiquement, il nous faut des solutions régionales, africaines, au niveau de l'Union africaine, ou même de l'Union, au niveau des Nations Unies. Mais, pour moi, la principale et la meilleure solution, c'est que les Burundais, dans notre ensemble, dans nos diversités, prennent conscience qu'on a affaire à une mafia. Que nous avons besoin de recouvrer notre Burundi en tant qu'État. Et pour y arriver, il faut prendre conscience que le départ immédiat et urgent de ce régime s'impose. Et cela va se faire à travers plusieurs moyens. Il existe des voies et des mécanismes de faire partir un régime criminel, sanguinaire, une mafia. Et vous pensez que les Burundais ont ces moyens-là? Les Burundais vont y arriver. Moi, je suis confiant en le peuple burundais. J'espère que les solutions que vous préconisez tous vont être des solutions qui peuvent effectivement apporter une meilleure vie pour les Burundais, un meilleur avenir pour les Burundais, sans pour autant qu'il y ait trop de sang qui soit versé. C'est la fin de cette 90e édition du Club de la Presse. Merci à nos invités, Bob Rugurika, directeur de la RPA, et Maître Janvier Bigilima Anna, secrétaire général du FOCODE. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.